Madame, mademoiselle, monsieur, excellente semaine à toutes et à tous et bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse annonce qu'il est prêt à écourter son mandat et à former un gouvernement avec un premier ministre issu de l'opposition. Toutefois, le chef de l'État pose certaines conditions. Les auteurs, co-auteurs et complices des actes de violence perpétrés à l'IGPNH seront identifiés et amenés devant les tribunaux compétents. L'annonce en a été faite par la police dans un communiqué. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, relève dans un rapport que plus de 270 000 armes illégales sont actuellement en circulation en Haïti. Le président Jovenel Moïse serait prêt à accepter d'écourter son mandat et de former un gouvernement avec un premier ministre de l'opposition si seulement les acteurs se mettent d'accord pour travailler au plus vite sur une nouvelle constitution. Dans une interview accordée à l'agence Associated Press vendredi, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de doter le pays d'une nouvelle loi mère qui puisse conférer plus de pouvoir à un président de la République. Selon Jovenel Moïse, il est victime de la Constitution en vigueur qui a été rédigée avec trop d'émotion. Ces différentes actions pour changer les conditions de vie de la population se sont heurtées à l'incompréhension des parlementaires, affirme-t-il. Le 57e locataire du Palais national préconise que les propositions présidentielles passent automatiquement si le Parlement ne les vote pas dans les 60 jours et que tous les mandats politiques, députés et sénateurs soient de 5 ans pour éviter les multiples élections et leur lot de problèmes. Le président Moïse a souhaité parallèlement que les acteurs qui se sont engagés dans des négociations politiques parviennent à un accord. La police nationale d'Haïti condamne les incidents survenus le 7 février dernier à l'inspection générale lors de l'audition de la coordinatrice du syndicat national de la PNH, la policière Yannick Joseph. Dans un communiqué, la direction générale de l'institution souligne que les lois en vigueur interdisent de telles pratiques. Par conséquent, en plus des sanctions administratives, les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes de violence seront identifiés et amenés devant les tribunaux compétents pour répondre de leur forfait. La direction générale affirme mettre tout en œuvre pour préserver la neutralité politique et la discipline que requiert le fonctionnement de l'institution policière. Rappelons que des policiers ont créé un climat de tension le vendredi 7 février dernier dans le quartier de Delma 2. Ils ont tiré de nombreux coups de feu en l'air pour exprimer leur colère contre la direction générale de la police opposée à la création d'un syndicat de policiers. L'ancien ministre de la Défense, Rodolphe Joasil, dénonce une main cachée qui tenterait d'utiliser le mécontentement des policiers à des fins politiques. Il juge ce qui est arrivé vendredi dans les locaux de l'inspection générale extrêmement grave. L'ex-commissaire de police qualifie d'inacceptable le comportement des policiers. Donc moi-même, je pense que son dérapage de trop. Et il revient maintenant à l'état-major de la police nationale pour capable prouver capacité que le gain pour réprimer ce genre de situation pour empêcher que vous reproduise encore. Parce que ça a sale l'image de la police. Là. Et pas une personne qui peut cautionner ça qu'a fait. Moi, suis d'accord qu'il y a des problèmes au niveau de la police nationale. Moi, suis d'accord que les policiers ont évolué dans des conditions qui sont vraiment difficiles. Moi, suis d'accord que ces policiers-là ont des revendications. Juste. Mais ils ont une forme pour faire revendications passées. Oui. La crainte qui m'habite aujourd'hui, c'est garder est-ce que derrière réaction
policiers ça yo pas gain des mains qui cachées pour déstabiliser la police nationale. Fin c'est l'État. Fin c'est l'État parce que la police nationale sont entité dans l'État. Fin c'est l'État. Mais par contre quand on arrive à déstabiliser la seule institution qui l'a pour protéger et servir la population, donc c'est l'État, ouais, c'est branche l'État, chita sous lien pour partir pour couper. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait des mesures qui soient adoptées pour stopper ça, pour freiner ça. Crainte, moi, je vous dis, ce n'est pas véritablement ça qui passe à nous. Ce n'est pas les mêmes. C'est les mains invisibles qui cachaient derrière. Les samedis là, moi, je vous connaissance de cause. L'on a gardé le phénomène qui est développé. Avec leadership que vous avez dans la tête, compétence, vision, on dit, ça allait au-delà d'une simple revendication. Situation ça, à quelques bords que on mounier sous scène politique, il faut d'accord que c'est inacceptable. L'ex-député Arnel Bélizaire observe une grève de la faim pour protester contre ces conditions de détention, révèle son avocat Palmin Fizema. Il ne s'est pas présenté ce lundi au cabinet d'instruction du juge Godely Joseph. Arnel a une situation qui est très très grave. Yo comporté Arnel tant que son nèg yo te kebe dans drogue. Yo comporté Arnel tant que son nèg qui dans kidnapping. Nous dit non. C'est ça que nous pas le droit violer plus parce que gens violer là. Nous te présenté matin pour le juge n'était capable d'entendre Arnel une troisième fois, mais c'est très malheureux. Le juge n'a pas présenté. Nous pas de motif là. Arnel pas venu tout, celle ça nous connaît depuis jeudi, le juge n'a pas voyé extraction dans la pénitentiaire nationale. Simplement nous-mêmes, nous pour aller à la pénitentiaire nationale là, pour nous connaître de quoi il en est, qui ça gagne. Est-ce que c'est mourir Arnel mourir? Est-ce que c'est Santel qui n'est pas capable de déplorer, qui ne fait pas venir avec dans le tribunal là aujourd'hui? C'est parce que le jour, si situation est passée dans la pénitentiaire jour dimanche là, le coordonnateur prison dit la voyons côté pour la l'aise. Côté sécurité la garantie et puis yo arrivé yo mettez dans couloir qui après 3 moun yo mettez 13 moun là-dedans. Il pas ka dormir, c'est sous pied li campé. Il dit non. Yo bay menti, il a droit à une grève de faim. Il fait grève de faim jusqu'à présent, il dans grève là continue. De 26 à nos jours, il facile un calcul facile pour moun faire de 26 à aujourd'hui qui 10 26 janvier. 2 semaines, oui. Normalement, je ne sais pas manger. Non, la bread de l'eau. Manger, grève de faim, on a bread de l'eau. Les gens qui ne sont pas en contact avec eux, ils sont en contact simplement avec avocat, avec agent pénitentiaire. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, TPI, fonctionne dans un climat tendu. À l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, l'ambiance n'est pas comme d'habitude. Lors d'une visite de métropole ce lundi, des citoyens interrogés qui ont voulu garder l'anonymat ont affirmé qu'ils ne peuvent plus passer leur temps à l'institution comme auparavant. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. Le bicentenaire d'un temps n'est plus et ce n'est pas une nouveauté. Cette zone qui abrite plusieurs institutions étatiques semble désormais presque à l'abandon. Il n'y a pas de barricades, pas de pneus enflammés, les rues sont totalement dégagées. Pourtant, cette artère est peu fréquentée. Quelques patrouilles de police sont visibles, mais les quelques citoyens remarqués dans cette zone passent en courant. Ce lundi, au tribunal de première instance de Port-au-Prince, le constat est évident. Devant les locaux de l'institution, le calme règne du moins en apparence. À l'intérieur du TPI, tout semble fonctionner normalement, mais les justiciables ne font que passer. Ils règlent rapidement ce qu'ils ont à faire et vident les lieux aussi vite que possible selon un avocat qui s'exprime sous le couvert de l'anonymat. Cet espace où des citoyens en quête de justice, des avocats et des juges avaient l'habitude de s'attarder n'est plus qu'un lieu de passage où personne ne semble décidé à traîner une seconde de trop. À l'origine de cette situation, l'insécurité. Depuis les limites de Village de Dieu jusqu'à la Saline, le champ est pratiquement libre. S'il n'y avait pas le risque constant qu'une fusillade éclate, un tournoi de quartier pourrait se dérouler sur la route sans que la circulation s'en trouve perturbée. Les véhicules publics et privés sont peu à être remarqués. Du côté des petits commerçants, le tableau est le même.
Qui plus est, au tribunal de première instance de Port-au-Prince, des avocats, des justiciables, des juges sont présents. Mais toujours est-il que la situation demeure un sujet de grande préoccupation. Bref, au bicentenaire, l'ambiance n'est pas comme d'habitude. Guy Trichoisi et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. 270 000 armes à feu circulent entre les mains de civils en Haïti, selon un rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Antonio Guterres souligne que le pays continue à souffrir de la violence généralisée à cause de la circulation incontrôlée d'armes à feu illégales. Ajoutez à cela le trafic transfrontalier, la criminalité a atteint un niveau inacceptable, a poursuivi le diplomate portugais. Antonio Guterres se félicite de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution portant création du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, qui a pour mandat de fournir des conseils sur la violence des gangs, la réduction de la violence de quartier et la gestion des armes et des munitions. Notons que le rapport sur les armes légères et de petit calibre dans le monde est soumis tous les 2 ans au Conseil de sécurité par le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié aujourd'hui les chiffres sur le nombre d'armes illégales en circulation dans le monde. Pour Haïti, il a avancé le chiffre de 270 000. Vous l'avez entendu dans le journal de ce soir. Notre invité est l'ancien député de Thomaso, l'honorable Price Cyprien. Bienvenue sur le plateau de Métro News, député Cyprien. C'est un plaisir, Serge, de te retrouver encore ici, afin de pouvoir parler de ce qui se passe dans notre pays et aussi à travers le monde. Voilà, alors je précise que l'invitation faite au député Cyprien tombe à point nommé, puisque notre ami revient d'une conférence qui s'est tenue à Genève du 3 au 7 février, précisément sur le problème de la prolifération des armes illégales dans le monde et évidemment comment lutter, comment mettre fin à ce trafic. Et cela se faisant sous l'égide d'une des agences de l'ONU qui est sur le traité du commerce des armes, ATT, Arms Trade Treaty. 105 pays étaient présentés, dont Haïti. Haïti a signé. Il reste à donc maintenant ratifier cet accord. Alors, en 2 mots, du 3 au 7, mon cher député, qu'est-ce que vous avez appris et allez-vous pouvoir demain mettre fin à la prolifération des armes en Haïti? Moi, je pense que c'est une lutte acharnée à travers le monde, parce que nous savons que maintenant, dans les États qu'on nomme les États en faillite, les failed states, donc il y a ce phénomène de prolifération et d'armes illégales qui existe. Ben, c'est difficile de cerner cette problématique. C'est pour cela que à Genève, plusieurs États parties ont été invités. Et même si Haïti a signé le traité sur le commerce des armes, nous ne l'avons pas encore ratifié, parce qu'il n'y avait pas une diligence faite à notre niveau, au niveau de la 50e législature. Donc on n'a pas pu ratifier le traité sur le commerce des armes. Mais toutefois, on espère, avec le lobby qu'on va faire auprès du gouvernement, on va pouvoir trouver une solution dans cette situation. Parce qu'actuellement, on est en train de constater une augmentation de la violence en Haïti, une violence sans merci, et aussi qui se manifeste par des actes de kidnapping, etc. Vous savez que pendant que j'étais président de la commission justice et sécurité à la Chambre basse pendant la 50e législature, la première année de la 50e législature, nous avons lutté pour qu'il y ait une augmentation de la peine en matière de kidnapping, en matière de grande criminalité en Haïti, ce que nous avons pu faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps
de voter le code pénal, le nouveau code pénal et le code de procédure pénale qui devrait parfaire, si vous voulez, toute la procédure en la matière. Mais toutefois, à Genève, au secrétariat ATT, qui est un organisme des Nations Unies, nous nous sommes planchés sur la problématique de la prolifération des armes illégales à travers le monde. Heureusement, le rapport du secrétaire général des Nations Unies est tombé d'aplomb et les chiffres sont pratiquement alarmants sur la situation d'Haïti. Et nous avons présenté la situation de notre pays, l'augmentation de la criminalité du fait d'entrées illégales d'armes de petit calibre et aussi de grand calibre, parce que de nos jours, si on fait les réseaux sociaux, nous allons voir qu'il y a des armes de guerre qui circulent entre les mains de ceux qui se disent vivant dans des zones de non-droit. Voilà. Parce que normalement, ces armes devraient être entre les mains de la police nationale ou de l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti, mais malheureusement, on les retrouve dans nos ghettos. Toute la problématique a été de savoir comment ces armes de petit calibre ou de grand calibre qui coûtent assez cher, aussi cher, se retrouvent dans les ghettos. Est-ce que les gens qui sont dans les ghettos ont de l'argent pour se procurer des armes? Donc, c'est dire que le commerce illégal des armes, c'est un commerce très lucratif, on a pu le déterminer, et les armes se vendent sur le marché international, comme on achète des conteneurs de riz à Taïwan ou en Chine, un petit peu partout. Donc c'est ça, le commerce des armes est très lucratif, c'est pour ça qu'on retrouve en Haïti, malgré l'embargo sur les armes. Oui. Actuellement, depuis un certain temps, il y a un embargo sur l'entrée des armes en Haïti, donc il est difficile... Il est difficile même pour l'État haïtien, de commander un conteneur d'armes, que ce soit des armes de petit calibre comme les 9 mm et autres, voire commander des M1, des M16 ou des M14. Donc on est resté pendant longtemps sur la question de transit de ces transports d'armes à travers les ports et aéroports, et les autorités compétentes pour pouvoir faire ce contrôle. Parce que le plus souvent, dans des États comme Haïti, on peut voir comme les avions peuvent transiter dans l'espace d'Haïti, que ce soit l'espace terrestre, maritime ou aérien. Les avions peuvent transiter. De même, les armes peuvent aussi transiter d'un pays à un autre, en passant par Haïti pour aller ailleurs. Mais ce qu'on remarque, c'est que le plus souvent, dans ce transit d'armes en Haïti, on ne voit pas le transbordement qui permet que l'arme qui a transité en Haïti arrive à faire son chemin. Donc le plus souvent, il y a une partie des cargaisons de ces armes-là qui restent en Haïti, ce qui explique de nos jours la prolifération d'armes illégales qui circulent à travers le pays, ce qui explique aussi la montée de la grande criminalité en Haïti. Oui, mais ça n'explique quand même pas comment des gens vivant dans des ghettos, dans des conditions relativement misérables, trouvent l'argent pour se procurer ces armes. Ces armes ne sont pas à bon marché. Oui, parce que c'était... Alors, est-ce qu'il faut en conclure que ces armes leur sont données et qu'ensuite ils rentrent dans des gangs sous l'autorité de X, Y ou Z? Il y a un marché très lucratif. Il y a un marché très lucratif. Et on a pu remarquer que Haïti, n'étant pas un pays qui est en état de guerre, ça paraît vraiment difficile pour les membres du secrétariat de voir qu'il y a autant d'armes illégales qui circulent en Haïti. Et quand j'ai fait la précision qu'il y a un embargo sur l'entrée des armes de tout calibre en Haïti, ça a été vraiment écœurant de voir. Bon, selon certains analystes, il y aurait environ plus de 400 000 armes illégales qui circulent en Haïti, mais dans le rapport du secrétaire général, il y a près de 300 000, plus de 270 000 armes, que ce soit armes légères ou armes classiques, qui circulent en Haïti, alors que le pays n'est pas en état de guerre. C'est ce qui est un petit peu écœurant. Absolument. Maintenant, député Cyprien, j'imagine que pendant cette conférence, donc du 3 au 7 à Genève, vous n'avez
pas simplement constaté qu'il y avait une prolifération d'armes. J'imagine que vous avez aussi abordé la problématique de comment lutter. Alors concrètement, qu'est-il sorti de cette conférence? Quelles sont les armes, quels sont les outils, quelles sont les stratégies que vous avez à votre disposition, qu'un pays comme Haïti a à sa disposition pour mettre fin, sinon mettre fin, au moins limiter les dégâts. Limiter les dégâts. Et tout au moins, j'ai fait part au secrétariat ATT qu'il existe une commission de désarmement en Haïti. Et que normalement, de par la diligence de l'État haïtien, on pourrait recevoir de l'aide du commissariat ATT pour pouvoir lutter contre le déferlement, la prolifération des armes illégales en Haïti. On pourrait le faire. Et c'est pour cela que je tiens, dès mon retour, dès cette semaine, je vais essayer de contacter non seulement le DG de la police, pour faire un briefing autour de cette réunion, et aussi le responsable de la commission sur le désarmement. Moi, je pense qu'il est important parce qu'au niveau de chaque pays, il y a des autorités, que ce soit au niveau de la douane, au niveau de la police et au niveau des affaires étrangères. Il y a une commission qui gère cette histoire d'entrée et de contrôle et de sortie des armes qui sont en transit ou en transbordement et dans l'État concerné. Donc en Haïti, il devrait y avoir ça. Mais on a travaillé aussi, il y a un des représentants, parce que nous représentons une organisation aussi qui travaille pour... afin de faire le lobbying pour la ratification du traité. Et il y a un de nos représentants qui était à la fin du mois de janvier au Costa Rica avec la PNH et aussi un agent de la douane sur cette problématique de prolifération des armes et le contrôle. Moi, je pense qu'il est important que l'État haïtien cherche à bénéficier de cette entraide judiciaire ou bien cette entraide internationale, multilatérale qui permettrait ou qui permettra à Haïti de faire face à ce fléau et pas des moindres qui est en train de déstabiliser notre pays. Oui. Tout à fait. Et ça, malheureusement, il faut compter sur tout le monde. Enfin, les forces de police dans le pays ne cessent de répéter que toutes seules, elles ne s'en sortiront pas. Il faut absolument la coopération de la population pour arriver à cerner, à arrêter, à récupérer ces armes qui, comme vous venez de le rappeler, font de plus en plus de dégâts dans le pays. Ne serait-ce que qui sème le deuil dans les familles. Et ces kidnappings dont enfin, presque une progression exponentielle. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, Genève, conférence sur la prolifération des armes, 105 pays, dont Haïti, qui ont signé. Il faut maintenant ratifier. Bon, j'imagine que ça va prendre énormément de temps avant que des résultats ne se fassent sentir. Bon, pour la ratification, nous avons pris l'engagement parce que la ratification se fait par le Parlement, en Assemblée nationale. Voilà. Donc nous avons pris l'engagement de mener le lobbying face à cette situation pour voir au niveau de la 51e législature si dans les premières sessions, on va pouvoir ratifier ce traité sur le commerce des armes, ce qui sera vraiment très bénéfique pour Haïti, parce qu'on pourra avoir l'entraide multilatérale pour voir comment freiner l'entrée des armes illégales en Haïti et aussi comment lutter contre la prolifération de ces armes de petit calibre, les 9 mm et autres, qui circulent en Haïti et qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes. Voilà, eh bien écoutez, merci infiniment, député Cyprien. J'imagine, entre parenthèses, que vous avez été heureux de retrouver votre cher Tommaso après tous ces jours passés à Genève. Bien sûr, il faut dire que on travaille, c'est vrai, pour Haïti, notre pays, mais on se souvient toujours de notre patelin, de notre commune Tommaso, qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes maintenant. Voilà. C'était un plaisir. Voilà, merci infiniment, et puis bonne fin de soirée. Et à très bientôt. À très bientôt. Surtout, bonne besogne, parce que cette histoire de prolifération d'armes, ça devient vraiment catastrophique dans le pays. C'est ça le travail de la diplomatie parlementaire. Donc, on continue avec notre travail pour le pays. Au plaisir. Très bien. Au revoir.
Voilà, donc c'était le député, l'ex-député Price Cyprien, député de Thomazeau, qui revient de Genève, en Suisse, où il a assisté à une conférence qui réunissait 105 pays sur la prolifération des armes. Je rappelle que le secrétaire général de l'ONU vient de sortir avec le chiffre concernant Haïti et il est question de 270 000 armes illégales qui seraient en circulation aujourd'hui en Haïti. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, au CNH, exprime ses préoccupations par rapport à la crise politique qui ronge le pays depuis plusieurs mois. Le coordonnateur général de l'OCH, Camille Oxius, déplore la persistance de la crise politique actuelle. Pour Maître Oxius, la solution doit passer inévitablement par un dialogue franc entre les protagonistes et la société civile. Faiblesse de négociation. Nous sommes capables de dire ni acteurs politiques, soit de l'opposition, soit du pouvoir, capacité de pas gagner pour négocier, fait jusqu'à présent, la population toujours bien en crasse, dans la misère, dans l'insécurité. Même gens sont préoccupés des situations qui ont développé dans le pays. Nous-mêmes, comme organisation, nous préoccupons tout et nous pouvons un dialogue interhaïtien. Nous pour l'organisation de bonnes élections, depuis gagner instabilité politique, à gagner insécurité. Et au niveau de l'OCNH, nous gardons la question insécurité sous plusieurs angles. Il y a un angle économique, il y a un angle politique. Sous l'angle politique, il y a des gens qui ont des âmes dans main, ils ont joué des âmes, ou bien c'est le pouvoir qui bat aux âmes pour la conservation du pouvoir, ou bien c'est des gens de l'opposition qui bat aux âmes pour la prise du pouvoir. C'est l'aspect politique que nous touchons dans la question de l'insécurité. Admettons que ces sources d'insécurité assez politiques, admettons que c'est économique, nous condamnons. Et nous condamnons avec toute force nous. Et c'est pour ça que nous demandons aux autorités pour prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre de résoudre le problème politique là. Et lorsque ils résout le problème politique là, il y a mené dans un couloir de paix, il y a mené dans un couloir économique, il y a mené dans un couloir de respect des droits et des normes juridiques. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.